Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons démarrer cette journée d'études avec un nom, effectivement, un intitulé aussi déroutant qu'intrigant. Ammonite, azurite, rhyolite, mais qui finalement va dans la continuité de poil plume écaille, pardon, de la journée précédente. Quelle sera la suivante? Oui, il va falloir se creuser les méninges pour ceux effectivement qui vont organiser la suivante. Donc, dans ce cadre de cette journée, donc, il y a un partenariat donc, avec l'INP, le MNHN. Bon, vous connaissez les sigles, hein, donc je ne vais pas les développer. Le réseau Géocollection et puis la conférence permanente des muséums de France. Nous sommes effectivement ravis de vous accueillir ici. Je vais très rapidement passer la parole à Christine Lefebvre, donc à ma gauche, directrice des collections naturalistes du muséum, et Monsieur Charles Persona, directeur donc, de l'Institut national du patrimoine, qui nous accueille, et nous en remercions au nom de toutes et tous de nous accueillir dans vos locaux prestigieux. Je me permets juste avant de préciser, donc il y a un agenda qui a été encore un petit peu ajusté, donc si vous n'avez pas le nouveau planning, c'est moi qui vous l'indiquerai finalement. Il y a eu de petits changements, mais à 10 minutes près, donc rien de grave. Je me permettrai aussi de faire un petit signe, parce que je vais rester par là, auprès des intervenants 2 minutes avant la fin des présentations, enfin avant la fin du temps imparti, et puis peut-être un deuxième signe un peu plus fort 1 minute avant la fin du temps imparti. Et pour tous les intervenants, donc vous avez connaissance donc, du temps qui vous est dédié. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser votre temps dans son entièreté. Si vous souhaitez, au contraire, qu'il y ait un petit temps d'échange, ce qui est aussi intéressant avec des questions-réponses, vous arrêtez avant votre temps imparti et on le complétera avec les échanges. Voilà, ce qui pourrait bien évidemment être très intéressant. Voilà, donc je laisse la parole à nos deux premiers intervenants pour une introduction, donc un propos introductif sur cette journée thématique. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Pour moi, ce propos sera bref. Vous dire d'abord tout le plaisir que nous avons à vous retrouver dans cet amphithéâtre Jacqueline Liechtenstein que nous partageons avec l'Institut national d'histoire de l'art. Remercier évidemment les institutions qui ont permis l'organisation de cette journée, le Muséum national d'histoire naturelle, la conférence des muséums et le réseau Géocollection. Je n'oublie personne, je crois. Dire que pour nous, c'est important que vous soyez ici parce que les collections naturalistes, comme on les appelle au Muséum national d'histoire naturelle, sont des collections qui nous tiennent à cœur, que je crois, voilà, qui sont parfois un peu loin des yeux du ministère de la Culture, qui reste un tout petit peu un ministère des Beaux-Arts, pardon de le dire, et qui a tendance voilà, parfois à oublier l'immensité, la diversité, la richesse de ces collections. Donc nous sommes tout à fait heureux d'accueillir ce moment de réflexion, comme nous l'avions été il y a 2 ans avec la métropole du Grand Nancy, avec la conférence des muséums, de le faire pour poil, plume, écaille, et que nous serons à nouveau heureux de le faire sur d'autres types de collections. Nous savons tous les enjeux que pose la conservation et restauration de ces collections. Nous savons aussi que peu de spécialistes sont capables d'intervenir sur ces collections, les connaissent suffisamment. Nous mesurons l'effort qu'il nous reste à faire dans les années à venir pour que l'élan que l'on voit renaître autour des muséums un peu partout en France, à la faveur d'un certain nombre de réflexions de notre société, eh bien, s'accompagne d'un même élan pour les collections de ces muséums, et que les professionnels qui en ont la charge, soit les chargés de collection, soit ceux qui interviennent directement sur la conservation, restauration de ces collections, puissent prospérer, puissent trouver toute leur place et bénéficier aussi de recherches fréquentes et abondantes sur ces sujets. Donc c'est vous dire à quel point voilà, je considère que ces
cette journée est importante pour nous, évidemment par les sujets qui vont être traités et desquels je ne suis pas spécialiste, vous le savez, mais surtout parce qu'elle marque un intérêt renouvelé pour la conservation-restauration de ces collections et les problématiques qui sont posées. Donc à tous, je souhaite de fructueux travaux et je nous souhaite collectivement voilà, de pouvoir porter ces problématiques au-delà de cette journée, de pouvoir que ces journées participent à la perpétuation du réseau que vous matérialisez dans cette salle, et je sais que les échanges sont nombreux, et sachez que l'Institut national du patrimoine est à votre disposition pour être la maison de ce réseau et accueillir vos travaux, vos réflexions comme nous le faisons aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors, la dernière fois, c'était poil plume écaille. Aujourd'hui, c'est ammonite, azurite, rhyolite. Donc, il manque les plantes. Pétales, sépales, étamines, peut-être, pour la prochaine fois. Bon, plus sérieusement, un petit peu de remise en contexte sur cette journée. Donc, en septembre 2022, avait eu lieu au Paléospace de Villers-sur-Mer un colloque sur les collections de sciences de la Terre. Et cette réunion avait été un beau succès, je crois, et avait permis aux paléontologues, aux géologues, minéralogistes et tout ce que j'appelle les spécialistes des fossiles et des cailloux, hein, parce que c'est quand même un peu tout ça, voilà, cailloux en tout genre et de tout genre. Et en fait, tous ces gens réunis réalisaient à quel point ils avaient beaucoup en commun, mais aussi à quel point ils avaient besoin de communiquer, de discuter, de parler de leurs pratiques, de les partager, d'échanger. De là est né le réseau Géocollection que Marie-Béatrice Forel et Damien Gendry, qui était quelque part, mais voilà, qui est là, vous présenteront en fin de matinée. Alors, pour pas laisser retomber une dynamique, il faut l'entretenir. Et donc, il a été décidé de faire un second colloque autour de ce même thème des collections de sciences de la Terre, colloque qui se tiendra en fin d'année à Grenoble. Et puis, il y a aussi tous les ans, je crois, des rendez-vous français, des réunions des sciences de la Terre, qui sont également un bon forum pour se retrouver. Et il a été décidé d'avoir des sessions dédiées aux collections lors de chacun de ces rendez-vous, donc rendez-vous supplémentaires pour échanger et se retrouver. Et puis des journées de discussion plus pratiques, plus faciles à mettre en place. Ce sont aussi des bons espaces de discussion, comme celle-ci, donc ammonite, azurite, rhyolite. Donc merci à Véronique Rouchon qui est en face de moi, à Marie-Béatrice qui est ici, à Damien et au personnel et personnes de l'INP qui ont échangé et dialogué pour monter ensemble cette journée. Et merci à l'INP de nous accueillir ici aujourd'hui. Alors, nous, au Muséum, on connaît bien les objets qu'on conserve en général. On a une palette de compétences qui est assez diverse. On connaît l'histoire des objets, on connaît leur provenance, on connaît leur position taxinomique, on connaît la meilleure façon de les ranger, la meilleure façon de les informatiser. Mais on est parfois démunis face aux dégradations dans les collections. Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce que d'autres collègues dans d'autres collections ont rencontré les mêmes problèmes? Comment est-ce qu'ils ont pu les traiter? Nous, au Muséum, on est une communauté large, mais on manque souvent de retours d'expérience, de recommandations ciblées. On a un peu trop tendance parfois à travailler en silo de façon un peu isolée, et il faut absolument ôter nos œillères et nous ouvrir vers d'autres mondes, sortir de notre monde Muséum national d'histoire naturelle. Et la communauté des conservateurs du patrimoine a une expérience pratique, vaste, sur une diversité d'objets. Et ça, c'est tout à fait bienvenu, parce que les situations auxquelles ils font face sont parfois très proches des problèmes que nous rencontrons sur nos objets d'histoire naturelle, puisqu'effectivement, nous les appelons des objets d'histoire naturelle. Donc, il y a clairement un besoin de contact, d'échange, de formation. Et aujourd'hui, nous sommes là pour être en contact, pour échanger, pour discuter et éventuellement se former. Alors, il va être beaucoup question aujourd'hui, je crois, de croissance cristalline
Moi, par exemple, je ne sais pas tellement bien ce que c'est, mais je suis ravie de tout ce que je vais apprendre là-dessus. Ce que j'en connais, c'est qu'il s'agit d'altérations qui nous touchent dans nos collections, et c'est des altérations qui sont mal comprises, qui sont parfois déroutantes, qui sont potentiellement dévastatrices. Et nous, on a un peu de mal à les enrayer, à les stopper, à faire des choix sur la meilleure façon de les traiter. Donc, je pense que les présentations d'aujourd'hui vont sans doute nous éclairer, et puis surtout les échanges entre les orateurs, les auditeurs, les différents spécialistes vont nous permettre d'améliorer nos connaissances respectives des mécanismes de développement de ces altérations, mais aussi des solutions potentielles pour y remédier. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui, de nous voir nombreux dans la salle. Je pense que la salle va se remplir au fur et à mesure de la journée. Et puis surtout, j'espère que ce réseau de contacts au sein de la communauté des sciences de la Terre, que ces liens renforcés avec les restaurateurs du patrimoine vont continuer à se manifester dans de très nombreuses réunions tout aussi dynamiques. Merci. Bon, on va démarrer tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette journée donc sur les enjeux de la conservation et sur la restauration des collections des sciences de la Terre par nos premiers intervenants, qui sont Alison Arnaud, voilà, merci, et Jacques Cuisin. Donc un duo, vous vous disposez comme vous souhaitez, hein, si vous voulez être sur la table ou au pupitre. Pour une présentation donc sur retour d'expérience, retour au pluriel, retour d'expérience, un point sur les habitudes actuelles et les réflexions en cours au Muséum national d'histoire naturelle. Étant des lieux, je peux vous dire que c'est un vaste programme. Est-ce que ça fonctionne? Ok, parfait. Bien, bonjour à toutes et tous. Effectivement, on va attaquer assez rapidement avec enjeu de conservation, de restauration, évidemment, en 20 minutes. Hein, vous avez compris qu'on va pas clore le sujet. L'idée, c'est aussi de pouvoir faire un point, nous, où on en est, puisque Christine a évoqué une situation éventuellement un peu particulière au Muséum national. Voilà, on va se lancer dans cette aventure. Alors avec Alison, que d'aucuns ne connaissent pas encore forcément, qui est adjointe à la délégation conservation-restauration au Muséum depuis un peu plus d'1 an. Voilà. Alors pour... merci Gaël. Ah oui, c'est super, parce que sinon là, ça va pas du tout. Oui, point sur pratique actuelle et réflexion. Réflexion, forcément, puisque, en fonction de ce qui va se passer, la conservation, c'est toujours une pâte comme une pâte à pain, ça travaille. Voilà. Alors, on parle de mondes minéraux. J'ai juste voulu faire une petite blague pour montrer d'où on part. En fait, on part plutôt d'une cartographie, parce que les collections anciennes, on ne les a pas forcément retrouvées. Mais ce qui est intéressant sur cette vue de l'Islande, c'est qu'il y a déjà des choses qui sont entre terre et mer. Il y a déjà les volcans qui sont indiqués. On se dit qu'il y a des choses différentes. Très nettement plus tard, puisque pour les amateurs, ce plan est daté d'après 1898. Quelques éléments le signalent. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est dans les dates importantes, 1838, la première manière de montrer les mondes minéraux, hein, exposer les mondes minéraux, les scénariser. On n'utilise pas encore ces termes-là. Mais 1838, c'est quand même assez ancien. Pour mémoire, les grandes galeries de zoologie interviennent après 1850-1860. Et puis encore plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, voilà à peu près un état des lieux. Alors Christine, je suis désolé, c'est pas à l'unité près, mais en tout cas, les ordres de grandeur des collections qui sont conservées au Muséum à Paris sont de cet ordre-là, avec, vous voyez, une identification des chaires, donc des champs du savoir, qui pour certains datent de l'origine du muséum lui-même, de 1793. Et puis d'autres choses, la paléontologie en particulier, désolé, mais
voilà, qui va apparaître quand même 60 ans plus tard, j'allais dire seulement. Les fonds, vous voyez l'importance. Tout de suite, ça veut dire que vous mesurez la surface nécessaire, les conditions nécessaires, et puis, puisqu'on parle de collection minérale, eh bien, on va parler de poids, évidemment. Donc ça, cette composante première de ces collections. Bon, quelques exemples, évidemment, qui ne sont pas répartis. L'idée, c'était les collections qui sont labellisées Musée de France sont au nombre de 182 pour ce qui regarde la géologie, minéralogie. On n'a pas représenté tous les points parce qu'on a failli y passer la semaine. En tout cas, l'idée, c'est de montrer qu'il y a des choses qui sont un peu partout. En paléontologie, entre guillemets pure, il n'y a que 35 collections qui sont identifiées, et puis d'autres éléments, évidemment, dans des musées mixtes, comme souvent et comme presque partout, je pense, en France. Dans les réflexions en cours, eh bien, comme toujours, il faut partir de l'existant. Et l'existant, c'est l'organisation de la collection. Suit-elle toujours l'organisation des savoirs ou pas? Et en tout cas, nous, dans la pratique qu'on peut en avoir, et dans une certaine pratique que j'ai pu également relever à droite et à gauche en région, eh bien oui, il faut pouvoir organiser les choses de manière à pouvoir les retrouver. Et les retrouver, eh bien, c'est d'abord des éléments intellectuels, des éléments de classification qui permettent de le faire. Alors qu'on pourrait se dire, tiens, j'ai des grosses choses, je vais les mettre toutes ensemble, ou j'ai des petites choses, et je vais les mettre toutes ensemble. Bon, eh bien, en tout cas, c'est ce système que je qualifie d'académique, c'est-à-dire ce savoir acquis progressivement, qui va dicter aussi l'organisation des collections. Ça suppose d'avoir toujours un peu plus de place, parce que eh bien, les collections, vous le savez, s'accroissent. Et donc un savoir qui ne s'accorde pas toujours avec soit les exigences, soit en tout cas la réalité de ce que j'appelle l'exploitation des collections, c'est-à-dire comment on va recevoir nos visiteurs, comment on va travailler, comment on va poursuivre le travail scientifique là-dessus. Donc il y a des fois des choses qui ne s'accordent pas très très bien. Vous voyez ces tiroirs bien sympathiques et très jolis sur la droite de l'écran, mais qui sont à peu près insoulevables, parce que chacun pèse environ entre 30 et 40 kilos pièce. Donc ça va quand on a 20 ans. Quand on a 20 ans de plus, il faut des tiroirs un peu plus légers. Puis quand on a encore 20 ans de plus, c'est fini. Il faut juste une petite boîte. L'accroissement des collections fait qu'on va réduire les surfaces de circulation, alors qu'on va au contraire avoir besoin d'une organisation spatiale importante. Donc tout ça, ça rentre en compte en fait dans les calculs de surface et des réflexions qui vont intégrer finalement une ergonomie véritable. Donc, quelques exemples de problématiques de conservation, notamment en termes d'ergonomie de travail, donc des collections de micropaléontologie, en l'occurrence, avec différents stades de réflexion sur le conditionnement. Donc, premier stade sur les photos que vous voyez sur votre gauche, des sachets mini-grippes réunis dans un tiroir et contenant chacun des petits tubes de sédiments, donc de la collection notamment du Prince de Monaco, conservé au MNHN. Donc ça a été un premier stade de réflexion sur un conditionnement possible, mais pas du tout ergonomique. Du coup, on a un deuxième stade de travail et de réflexion avec une réunion des tubes qui sont placés debout dans des boîtes, mais dans des mousses, ce qui pose d'autres problèmes ergonomiques, notamment pour retrouver les tubes, puisque aucun numéro d'inventaire n'est visible. Donc, différentes réflexions sont en cours actuellement en micropaléontologie et qui vont nous amener du coup à cette réflexion-là. C'est le prototype qui est en cours actuellement de finalisation au sein de la paléontologie. Et comme vous le voyez, on a encore réglé un peu plus des problèmes d'ergonomie en affichant les numéros d'inventaire sur les conditionnements, en mettant les tubes debout ou couchés en fonction des tailles des tubes, et en laissant une prise facile pour les utilisateurs pour les prendre et les remettre dans les conditionnements. Voilà.
Alors évidemment, bon, on vous parle de prototypes parce qu'on fait des essais, on aura peut-être des problèmes avec les cartons, enfin, etc. Mais en tout cas, ça nous a permis aussi d'affiner cette notion d'enjeu. Quels sont les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui? Alors sans vous détailler ce schéma-là, on en a juste brossé quelques grandes thématiques avec, bon, on y tenait quand même pas mal parce qu'on est des utilisateurs assez forcenés, des ressources en ce que j'appelle conservation scientifique, c'est-à-dire le CRC chez nous, et Véronique Rouchon nous en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Non, on ne parlera pas. Mais en tout cas, voilà, on a cette chance de pouvoir avoir un organisme de recherche très très appliqué à nos côtés et qui nous permet de nous accompagner justement tout au fil de ces réflexions qui sont d'ailleurs amenées par les responsables de collection eux-mêmes. Voilà. Alors on a toujours cette difficulté à traiter l'existant, c'est-à-dire traiter ce qui arrive au fur et à mesure, qu'on n'a pas le temps toujours de conditionner d'abord, trouver éventuellement des spécialistes pour pouvoir exploiter, pouvoir en tirer les informations les plus pertinentes. Et donc au fur et à mesure du temps, on va avoir sur la gauche de l'écran des choses qui restent. Celles-là sont restées dans un musée en région depuis 1918. Et elles sont toujours dans leurs emballages d'origine. Et je pense qu'on souffre un peu tous de ce genre de choses dans nos établissements. C'est comment on va réussir à traiter l'existant avant de pouvoir passer à un stade un peu plus organisé au milieu de la diapo, ou alors à un stade carrément finalisé dans le cas d'exposition ici permanente, qui n'est pas toujours évident. Donc quelques réponses apportées, là en termes de retour d'expérience, un transfert que Gaël a bien connu quand même à un moment aussi, et puis d'autres dans la salle. Mais enfin voilà, on part de choses comme ça, et puis qui vont s'organiser de cette manière. Ça, c'est une réponse qui a été apportée en fonction des locaux qui existaient également. Le bâtimentaire dicte toujours une loi assez implacable. L'idée, c'est d'avoir effectivement du mobilier un peu plus standardisé, surtout qui permette une exploitation rapide et efficace, en protection à la fois des agents qui travaillent sur la collection, des chercheurs qui vont les utiliser, et puis évidemment des objets eux-mêmes. Et puis, il y a quand même toujours, évidemment, un peu de feedback sur les belles opérations comme ça. On est confronté. Alors ça, c'est assez intéressant, mais ça sera peut-être l'objet de d'autres interventions sur l'évolution des plastiques et la fin de vie des polymères. Je pense qu'on a tous rempli nos établissements, en tout cas. Moi, j'assume cette part de responsabilité d'avoir rempli le muséum de plastique, et 25 ans après, effectivement, bon, on a quand même un peu des soucis dans certains domaines. Ce qui permet aussi de révéler des accidents, ou en tout cas de focaliser sur des problèmes de climat également, qui sont finalement un peu éternels, avec des réponses qu'on a pu apporter aussi très ponctuellement. Donc voilà, très rapidement pour synthétiser tout ça, et on a toujours évidemment cette notion de développement durable qui je dirais, est rentrée dans nos réflexions depuis quelques années, et qui, je pense, nous guide beaucoup. Donc, dans les réflexions en cours justement sur ces problèmes liés au climat qu'on rencontre tous dans les bâtiments, mais qui là ont été vraiment montrés, en tout cas au département de paléontologie et au département de minéralogie, on a les problèmes des fossiles pyriteux, pour lesquels nous sommes actuellement, avec le département de paléontologie, en train de tester le système donc Mitsubishi, qui est un système en deux parties, avec une poche faite dans un film barrière qui s'appelle Escale Neo, qui est un film en triple épaisseur, avec 2 épaisseurs de film barrière, avec une épaisseur de céramique au milieu, qui permet de faire une poche complètement hermétique, et dans laquelle on place donc le fossile, mais aussi ce qu'on appelle les sachets RPA, qui sont des sachets qui absorbent et l'humidité et l'oxygène, et qui permettent du coup de stopper cette oxydation et la destruction des fossiles. Voilà, donc ce système est en cours de test. Et donc dans le futur, donc les premiers
aspects du futur que nous sommes en train d'étudier, en tout cas au MNHN. Ce sont donc des nouveaux locaux pour réorganiser les réserves ou des améliorations, en tout cas, de locaux, mais aussi différents conditionnements, des contenants donc plus tournés vers le carton que vers le plastique, ou vers le métal plutôt que le plastique, notamment pour nous, pour les collections en fluide. Mais également la possibilité d'utiliser des armoires de contrôle hygrométrique pour des collections comme la micropaléontologie, où malheureusement, au-dessus d'un certain seuil d'hygrométrie, on a ce qu'on appelle la maladie de Bein qui se développe. Et ces armoires de contrôle hygrométrique sont une bonne alternative, on va dire, pour parer à tous ces problèmes de climat dans nos bâtiments. Et puis une autre forme de conservation en quelque sorte, puisqu'elle est vraiment en développement, et je pense dans tous nos établissements, ce qu'on pourrait appeler la conservation numérique, la numérisation des collections ou de certaines parties de collections, avec des résultats évidemment de plus en plus extraordinaires au point de vue des restitutions et donc des capacités de pouvoir travailler directement d'après les images et beaucoup moins d'après les objets eux-mêmes. Le développement de ces méthodes a amené d'ailleurs une évolution dans je dirais le profil des visiteurs réels qu'on a, puisque maintenant les demandes sont beaucoup plus ciblées et on peut du coup les satisfaire de bien meilleure manière. On a beaucoup moins de demandes extrêmement généralistes. Et puis enfin, l'enjeu majeur, sauver ou périr, oui, c'est la devise des pompiers. Vous avez compris qu'avec ces éléments-là, on va rentrer on a parlé d'ergonomie évidemment, mais dans ces autres enjeux, il y a aussi évidemment un futur avec, vous le voyez en haut à droite, avec ce symbole du bouclier bleu, les pièces à évacuer en priorité dans le cadre d'un PSBC. Et ça, c'est effectivement dans les réflexions et enjeux actuels au MNHN, nous sommes complètement plongés dans cette dimension-là. Donc les éléments du PSBC, la réflexion autour du PSBC, ça permet justement de voir quelles sont les problématiques d'ergonomie, de conditionnement, de placement. Et en faisant justement les différents éléments nécessaires au PSBC, quand on part du bâtiment, de l'étage, on voit la liste des œuvres, on voit leur implantation, on voit où ils sont, on voit comment les évacuer, ça nous permet justement de pouvoir déterminer quelles sont les problématiques actuelles et de voir comment on peut justement y pallier, les résoudre, voir comment faire trouver des alternatives pour pouvoir faire cette évacuation dans de bonnes conditions. Voilà, donc on en arrive, nous, au terme de notre intervention. Et finalement, dans ces réflexions et enjeux, vous voyez, on est sur un mouvement permanent entre le tout petit, l'individuel, le sachet, le tube, la boîte, et puis avec une réflexion qui va jusqu'au bâtiment, jusqu'à la collection, jusqu'à même un peu plus loin. On n'a pas osé s'aventurer sur d'autres collections, même parisiennes, mais je pense que un réseau de discussion ou un petit groupe de travail, comme on avait eu il y a quelques années pour les dimensions IPM, pourrait être aussi un plus. Donc on a effectivement, c'est pas très clair, mais oui, pas mal de chances. Finalement, on a beaucoup d'atouts aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir raisonner et de pouvoir, alors anticiper peut-être pas, mais en tout cas au moins réfléchir à peu près sereinement. Justement avant d'aborder ces enjeux à l'échelle européenne qui seront les nôtres très rapidement maintenant. Merci beaucoup. Questions après, oui, on a le temps pour des questions. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions particulières. Non, pas tout de suite. Oui. Très bien. Quand vous citiez tout à l'heure la fin de vie des polymères à 25 ans, c'est un début de dégradation, c'est quelque chose de plus général? Alors ça n'arrive pas tout en même temps, ça dépend des conditions dans lesquelles ils ont été mis en œuvre. Il est évident que des choses qui sont plus souvent à la lumière et dans des conditions de température, enfin climat en général,
même standard, ont tendance à vieillir un petit peu plus vite. De la même manière, la première surprise qu'on a eue concerne un peu moins notre journée. C'est pour ça que je pense qu'il faudra en reparler à un autre moment. Mais les premières surprises qu'on a eues ont concerné les collections en fluide, parce qu'en fait, le fluide abîme beaucoup plus vite les polymères. Mais globalement parlant, les fabricants garantissent entre 10 et 15 ans leurs produits. Bon, après, c'est autre chose. Et puis après, il y a des contre-exemples aussi. On a encore des plastiques au muséum qui ont à peu près 40-45 ans et qui sont nickel, quoi. Bref, donc, enfin, ça reste l'exception, et je pense que globalement parlant, il va falloir plutôt se préparer soit à des renouvellements de matériel, soit à des remplacements, enfin, avec des questions pour lesquelles on n'a pas encore les réponses, quoi. Donc il y aura des étapes palliatives. Parce que je ne sais pas encore comment on conserve en fluide plusieurs centaines de litres dans un contenant en carton, quoi. Ça, je ne sais pas faire. D'autres questions pour Alison et Jacques? Non? Oui, d'accord. Attendez, vous avez un... Il y a aussi le problème des verres aussi, parce que souvent on a des fossiles, microfossiles conservés dans des tubes et aussi ou des lames. Et quelquefois on a des gros problèmes de préservation de ces verres anciens aussi. Oui, alors ça, c'est bon. Je pense que dans des cas d'urgence, bon, là, évidemment, sur le processus, et encore, j'insiste beaucoup sur ce temps qui passe, parce que au fur et à mesure du temps qui passe, il y a des gens de manière individuelle qui ont pu constater cette dégradation des verres et qui, en urgence, ont pu changer des lames ou des tubes, etc. Il y a toujours cette question de savoir ce qu'on garde et quel choix on va faire. Est-ce qu'on va choisir de garder l'objet pour une exploitation scientifique ultérieure, ou est-ce qu'on choisit de garder l'intégrité de l'objet plus son conditionnement, parce qu'il raconte également une partie de l'histoire des idées. Il n'y a pas forcément de réponse à ça, sauf celle... avec le verre, c'est assez facile parce que ça connaît que 2 états, le verre, hein. C'est intègre ou c'est cassé. Donc, bon, avant que ça casse et qu'on perde tout, je pense que oui, il y a des moments où on est obligé quelque part de changer. Mais vous avez raison, cette dimension de conservation du verre, et en particulier dans des climats qui sont un peu délétères, peut s'avérer assez embêtante et assez préoccupante. Il reste 1 minute pour une dernière question. Oui. Je triche un petit peu. J'ai une question sur le PSBC. Du coup, dans le PSBC, comment est-ce que vous incluez les questions de conservation? Alors, justement, dans le PSBC, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de mettre en avant les défauts de conservation, plutôt que justement de voir ce qui va bien. C'est plutôt de voir ce qui ne va pas, où c'est mal placé, là où il y a des risques d'inondation, du coup, quels sont les matériaux qui ont été utilisés pour le conditionnement à ces emplacements-là, et du coup de voir pour les déplacer, pour faciliter justement l'accessibilité aux pompiers, etc. Ça pose d'autres problèmes en termes de sécurité, mais en tout cas, pour la conservation des pièces, ça nous permet de les mettre en avant. Oui, mais pour les spécimens dont on sait qu'ils sont altérés, qui sont possiblement fragiles, mais pour autant, ils ont une valeur historique, une valeur scientifique. Bien justement, ça nous permet de revoir les conditionnements et de pouvoir faire ces changements-là. C'est des études qu'on ne peut pas faire en temps normal, mais au moment du PSBC, on peut le mettre en avant et justement pouvoir le justifier, notamment budgétairement, pour faire ces changements de conservation. On en reparlera. Oui, probablement. Et puis, dans Sauver ou périr, il y a ça aussi. Il y a quelles décisions on prend de manière collégiale par rapport au fait de tel objet, quel risque il encourt. Et donc, on retombe dans une démarche assez classique de mesure des risques, mais là, qu'on va partager. Ok. Bon, comme je suis modérateur, je fais ce que je veux avec le temps, donc je prends 30 secondes de plus pour faire un commentaire. Non, c'est pour lier les interactions collection-recherche, recherche-collection, et le besoin aussi d'avoir des interactions plus fortes intermétiers, personnel scientifique et personnel technique,
Parce que là, on est sur du matériel que les géologues et les paléontologues adorent chercher sur le terrain. Je pense qu'on est assez d'accord pour dire que le côté terrain est une partie importante du métier. C'est parfois assez difficile, désormais, pour des questions géopolitiques d'autorisation, de faire du terrain. Et il y a des terrains fabuleux qui sont les collections muséales. D'abord parce que ça permet d'identifier des spécimens, voire des types, je ne vais pas dire perdus, mais égarés. Voilà, donc on en retrouve. On ne perd rien. On ne perd rien. Ça permet également donc d'identifier de nouveaux spécimens qui sont intéressants justement pour la recherche en fonction donc de l'évolution des connaissances, et des spécimens qui il y a 30 ans étaient peu intéressants, qu'on a un peu oubliés. On rouvre le tiroir et on s'est dit tiens, là il y a quelque chose d'intéressant. Et puis pour les nouveaux projets, nouveaux, disons en tout cas du matériel d'étude pour les réflexions et les analyses pour la compréhension de la conservation des collections, tous les processus d'altération, les diagnostics, etc. Et donc, il faut... Non, pardon. Il faut donc, juste pour terminer, il faut effectivement, autant que possible, et de plus en plus, renforcer les liens entre la recherche, les chercheurs, qui peuvent apporter aussi une expertise, un regard, et les personnels techniques, tout ça en très bonne entente. Je vous remercie. La prochaine présentation par Laetitia Maggio, bonjour, est intitulée « Principes et méthodes du chantier des collections appliquées aux ensembles mobiliers archéologiques, exemple réalisé en région Hauts-de-France ». Est-ce que je vous présente comme conservatrice du patrimoine au service régional de l'archéologie à la DRAC Hauts-de-France? C'est bien ça. Okay, parfait. Bonjour à tous. Je me permettrai une petite introduction justement qui présente un peu plus peut-être le côté archéologie, puisque je ne me présente pas devant les archéologues. Peut-être que certains le sont, mais je l'ignore. Et j'ai été invitée ici pour pouvoir faire un contre-pied, ou en tout cas une comparaison, même plutôt avec vos problématiques, et je le vois déjà dès la première présentation. Moi, je travaille au service régional de l'archéologie à la DRAC des Hauts-de-France, pour le service de l'État en charge de l'archéologie pour la région. Ça fait 10 ans que je suis arrivée, et ça fait 10 ans que je suis à la fois responsable d'un secteur pour les opérations, au même titre que beaucoup de mes collègues, et également responsable des mobiliers archéologiques. En effet, les SRA, et beaucoup l'ignorent, sont responsables finalement de tous les mobiliers archéologiques qui sont sortis de terre, qui sont exhumés depuis 1941, qui est la date pour la loi pionnière en termes d'archéologie, la loi Carcopino. Donc elle est responsable de ces mobiliers et même propriétaire dans certains cas, et de plus en plus d'ailleurs avec le changement, avec la loi LCAP de 2016. Donc les archéologues, après l'étude des mobiliers, est censé remettre le mobilier à l'État, et nous en assurons la conservation. Alors le SRA assure le contrôle scientifique et technique sur de nombreux dépôts, et je ne les ai pas tous. Je crois que du côté ex-Picardie, il en manquerait peut-être, parce que c'est mon homologue à Amiens qui s'en occupe. Mais en tout cas, pour mon secteur, qui est le Nord-Pas-de-Calais, j'ai essayé de recenser ces dépôts, même si tous les 6 mois, j'apprends l'existence d'un nouveau dépôt. Donc ces dépôts sont pléthoriques. Ils sont, pour certains, gérés par des collectivités territoriales, par des agents dédiés, donc ça c'est dans le meilleur des cas. Et puis dans d'autres cas où il y a des collections en déshérence, nous cherchons à les réunir, à les collecter et à faire des chantiers de collection. Ça sera l'objet de ma présentation dans nos équipements qui sont récents, que sont les centres de conservation et d'études. Je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme de CCE. La politique des CCE a été lancée à partir de 2008 pour que l'État ait des équipements dédiés à la conservation et à l'accès aux chercheurs des collections. Donc pour la partie Nord et Pas-de-Calais, nous en avons un qui est vraiment formidable à côté d'Arras, à Dainville, le CCE du Pas-de-Calais. Et nous travaillons avec la direction de l'archéologie du Pas-de-Calais, qui est au quotidien dans ce CCE. Et puis nous avons également un CCE à Douai. L'absence de CCE pour le reste du département du Nord, parce que pour
surdoués, c'est vraiment pour le loisir, se fait vraiment ressentir. Je vais en reparler, mais nous louons, en fait, la DRAC louons un dépôt qui est vraiment un bon dépôt, mais censé être temporaire en attendant un CCE en périphérie de Lille, et qui est le lieu pour beaucoup de nos chantiers de collection actuellement. Alors, il arrive que l'immobilier nous soit confié donc après la fin de l'étude, c'est normalement le cas, et même le Code du patrimoine donnait des dates, disait 2 ans maximum pour l'archéologie préventive et 5 ans maximum pour l'archéologie programmée. Il n'y a plus vraiment de délai, parce que je crois que c'était un petit peu peine perdue. Mais voilà, les objets nous arrivent à un moment donné de leur histoire, ils nous sont confiés, et puis de plus en plus, par un effet générationnel, tout simplement, les débuts de l'archéologie de sauvetage, c'est les années 70-80, les personnes cessent leur activité, puis nous rendent l'immobilier qui était parfois stocké à leur domicile. Donc, pour nous rendre l'immobilier, ils sont censés respecter le protocole régional, mais qui a été mis en place finalement qu'en 2012. Et on n'a pas de protocole national pour le moment. Donc le protocole régional est vraiment respecté pour les collections les plus récentes, les produits de fouilles les plus récents. Mais pour le reste, nous récupérons tels qu'ils sont, en préférant les récupérer plutôt que cela disparaisse, comme ça pourrait être le cas. Donc, on a quand même une très belle activité. On amène 6 à 8 chantiers de collection par an en Hauts-de-France depuis à peu près 8-9 ans. On a un tiers de notre budget qui est dédié. Je ne vous donnerai pas le budget global, mais c'est un bon budget. C'est vraiment une priorité pour nous aujourd'hui. Donc on a une vidéo en ligne, j'ai une capture d'écran si vous voulez regarder plus tard, ce soir peut-être, une vidéo qu'on a fait cette année sur les chantiers de collection qu'on mène en Hauts-de-France qui permet de récapituler tout ça. Alors, chaque chantier des collections est unique dans son déroulé. Nous traitons l'ensemble des données scientifiques archéologiques. Donc ça, c'est un petit peu pour préciser les termes que je vais employer. Ces termes ont été vraiment redéfinis dans un arrêté récent. Donc, dans les données scientifiques de l'archéologie, on a les biens archéologiques mobiliers qui nous occupent, mais aussi, je tiens à le préciser dès maintenant, la documentation archéologique. Donc, en fait, toutes les archives de fouilles liées à l'opération qui sont produites lors de l'opération archéologique, et c'est essentiel pour nous de les gérer à ce moment-là. Donc, il faut bien sûr bien évaluer les objectifs, les compétences requises. Et c'est vrai qu'une problématique, pour moi, se pose à chaque fois, c'est de me dire comment je vais aller au plus vite, donc vraiment avoir une technicité et des compétences techniques. On est là pour classer, ranger, conditionner avant tout, mais également de donner une dimension scientifique à notre travail pour permettre derrière l'accès aux chercheurs facilité et aussi des problématiques qui commencent à se dessiner dès lors, déjà quand on fait ce chantier des collections. Alors, le vif du sujet, qu'est-ce qu'un chantier des collections ? Je vais passer rapidement parce que, bien sûr, nous, on n'était pas les pionniers en archéologie. C'était vraiment d'abord les bibliothèques et ensuite les musées qui ont mené des grands chantiers dès les années 2000. On pense au musée du Quai Branly et au MUSEM. Donc, l'ICOM définit le chantier des collections comme tel, et je reprendrai cette définition. Un chantier des collections est une opération exceptionnelle pour une institution permettant de traiter en masse un ensemble d'objets dans un objectif défini. J'ai voulu illustrer par en masse par un des chantiers de collection qu'on a pu faire, qu'on a terminé en 2021, qui était à Tourcoing, parce que le service archéologique de Tourcoing, avec le départ en retraite de son archéologue municipal fermé. Donc tout le mobilier qui a été collecté pendant 30 ans nous est revenu. Il a fallu quand même aider pour pouvoir le mettre bien aux normes. Ensuite, donc un chantier de collection, mais on comprend plusieurs étapes. Là aussi, j'ai essayé de les approprier à notre discipline. Donc, on va commencer par un constat état des lieux qui est, somme toute, assez rapide, vu le nombre important de collections, des objets qui nous arrivent. Donc, on fait un examen rapide de l'état des mobiliers et des contenants, et puis du type de matériaux. Ensuite, le dépoussiérage est très important dans notre cas, et éventuellement des traitements, mesures d'urgence très courtes, si on peut, enlèvement des moisissures, des fientes d'oiseaux. Voilà, malheureusement, c'est ce genre de choses que l'on retrouve.
l'enregistrement des données, donc l'inventaire. Il fait l'inventaire informatisé. Je parle de récollement également, mais dans notre cas, très souvent, l'inventaire n'a pas été fait, n'a jamais été fait, puisque c'est à partir de 2004 à peu près où il y a eu un arrêté ministériel qui a été pris, qui oblige les archéologues à faire un inventaire complet des mobiliers qui sortent de leur opération. Auparavant, il n'était fait que partiellement. Donc on peut faire des récollements en partie quand on a le rapport d'opération qui mentionne des inventaires partiels, mais il faut tout reprendre en général. Le comptage des lots d'objets est important, ainsi que la pesée. Alors, j'ai même pas écrit prise de mesure, parce qu'on peut le faire pour certains objets, mais vraiment on n'est pas dans un musée, il faut aller assez rapidement, on a tellement d'objets, de tessons, de céramique, qu'en fait nous on va plutôt travailler sur la pesée et faire un récollement au poids des lots d'objets pour vérifier que rien ne manque. Et c'est ce qui va vraiment discriminer deux lots de céramique parfois entre elles. Donc le conditionnement à l'échelle du lot et du contenant, j'y reviendrai, on a déjà eu un petit aperçu dans la première communication qui m'a fait réfléchir aussi sur nos pratiques. Ensuite, l'étiquetage, le marquage des collections pour assurer la traçabilité. Donc on va marquer au sachet, c'est du marquage indirect chez nous le plus souvent, donc sur les étiquettes et également le marquage de la caisse. Et enfin, l'adressage sur les étagères et la mise à jour de la base de données du dépôt. Base de données qui est aussi un sujet chez nous très important et en cours de réflexion au niveau ministériel. Alors, les spécificités des ensembles archéologiques, mais là je crois qu'on va s'y retrouver avec les collections des sciences de la Terre, ce sont des ensembles toujours très volumineux. Ce sont des opérations qui se comptent à chaque fois en mètres cubes. Il faut donc de la place pour le stockage, qui se fait principalement en bac gerbable, mais aussi pour le traitement des objets. On en parlait tout à l'heure de l'ergonomie. Nous, on a vraiment besoin d'étaler les collections parce que lorsqu'on va faire des lots cohérents, on va le faire par sépulture, par remontage lithique, par structure. Donc on a vraiment besoin d'étalement des collections. Et aussi, on a besoin donc de traiter les objets, je vous l'ai dit, de dépoussiérer, de nettoyer, alors parfois de laver. Il y a des collections qui n'ont pas été lavées. Pour tout vous dire, on laisse tomber la plupart du temps. On les reconditionne non lavés. Voilà. C'est vraiment des choix qui sont faits. S'il y a quelques lots qui n'ont pas été lavés, on le fait. Mais le choix a été fait en ayant consulté plusieurs conservateurs préventistes qui m'ont conseillé de laisser tomber dans certains cas. Et que le jour où un chercheur étudiera la collection, qui est intéressante certes, il lavera la collection. Voilà. Ensuite, les matériaux sont diversifiés et parfois sensibles, mais je vois que c'est aussi un point commun finalement avec les collections de sciences de la Terre. On doit trier les matériaux qui n'ont jamais été triés. En général, les collections, elles ont été... il y a une cohérence plutôt scientifique, généralement, ce qui est très bien pour nous, mais il n'y a pas une cohérence de conservation. Donc nous, on sépare les métaux archéologiques, prioritairement, qui contiennent encore des chlorures. Ils n'ont jamais subi de traitement en stabilisation la plupart du temps. Donc ils sont d'autant plus sensibles à l'hygrométrie relative. Donc on les place dans une atmosphère, si possible, à 20-30% d'hygrométrie relative. Les cuirs et les bois sont vraiment un sujet également chez nous, surtout dans le Nord-Pas-de-Calais. On a beaucoup de bois gorgés d'eau et de cuir qui sortent de notre région. Et d'ailleurs, ils ont tellement été maltraités, ces bois et ces cuirs, ils n'ont pas été traités très souvent, ils sont séchés comme ça à l'air, si bien que pour moi, ça crée des véritables biais scientifiques finalement dans nos collections, parce qu'ils sont bien présents et on le voit dans les opérations actuelles où on fait mieux les choses. Donc lorsque les bois et on met aussi les petits objets en os, en os, dans une atmosphère stable à 60% d'hygrométrie, si possible, donc aussi dans des petites boîtes hermétiques, dans une atmosphère stable, si possible. Et si on a encore des bois gorgés d'eau, ce qui arrive également, ou des cuirs gorgés d'eau, on change l'eau, parce que souvent c'est guère ragoûtant, et on doit le mettre dans une chambre froide. Alors même les matériaux réputés stables, donc chez nous ça va être de la céramique, les os,
en fait, nécessitent des conditions particulières. Je pense aux lapidaires, parce que c'est aussi notre sujet. Le lapidaire, peut avoir des remontées de sel. Également, et ça on l'a finalement appris assez récemment, les os humains qu'on mettait également dans des conditions de conservation pas forcément incroyables, mais on se disait c'est stable de toute façon. Aujourd'hui, on se rend compte que pour faire des analyses que nous permettent les sciences, les progrès de la science actuellement, par exemple les analyses ADN, il aurait fallu conserver ces ossements à moins de 20 degrés, pas plus, et dans une humidité relative entre 45 et 55%, extrêmement stable. Donc il y a des choses, maintenant, des ossements humains qui n'ont pas été assez bien conservés pour aujourd'hui pouvoir faire d'autres analyses. Donc l'encombrement des pièces est extrêmement variable, ce qui peut poser quand même des complications, surtout en termes entre la rationalisation du stockage et garder la cohérence scientifique des lots. Ça peut être compliqué. Donc globalement, on a des pièces de plusieurs centaines de kilos, du lapidaire. Alors beaucoup moins en Hauts-de-France que dans le sud, par exemple sur les sites antiques, mais on en a quand même. On a aussi beaucoup de pièces médiévales, par exemple. Et puis on a des objets extrêmement petits. Voilà, comme vous pouvez l'imaginer, on a toutes sortes de tailles. Et également des objets presque entiers ou recollés, qui sont des céramiques qui sont de taille moyenne, qu'il faut également conditionner dans des caisses spéciales. Donc l'importance du marquage et la traçabilité, oui, on en a un petit peu parlé aussi. Nous, c'est essentiel parce qu'un objet dont on ne sait plus d'où il sort, dont on ne connaît plus son contexte archéologique, si on connaît déjà le site duquel il est issu, c'est déjà une première étape, mais il faut à tout prix connaître la structure. Et souvent, il y a des petites étiquettes qui sont présentes, anciennes, mais qu'il faut à tout prix pouvoir déchiffrer. Mais le marquage est des fois énigmatique, donc il faut véritablement mener une enquête pour comprendre. Il y a le marquage qui s'efface, qui était marqué sur la caisse, mais en fait, la caisse, les objets ont été bougés. Donc c'est vraiment compliqué et il nous reste toujours des objets dont on ne sait plus où les rattacher, à quoi on les rattache. Et vraiment, ces objets ont perdu leur intérêt scientifique. Alors, ils ont peut-être un intérêt patrimonial, mais ils ont vraiment perdu beaucoup. Mais en fait, j'ai mis cette photo tout en bas à gauche. On ne voit pas très bien, mais là, c'est une collection que l'on a traitée donc comme on fait habituellement, avec beaucoup de plastique finalement. Et puis, il y a les étiquettes un peu roses, qui sont les étiquettes anciennes qu'on conserve bien sûr avec le lot d'objets. On conserve tout ce qui était présent sur les contenants tels qu'on les a récupérés. De toute façon, il y a le travail documentaire qui est fait en parallèle. Je vous ai dit qu'on traitait les archives de fouilles, alors pour mieux les conserver, bien sûr, mais aussi pour s'en servir, pour mieux comprendre ce qu'on est en train de faire et les indices et les marquages qu'il y a dans les collections que l'on récupère. Donc tous les plans, les dessins de mobilier, les photos sont utiles. On en récupère quelquefois aussi en version numérique. Et puis parfois les inventaires. Alors on a eu le cas d'inventaires récupérés sur disquette. On a eu des difficultés à trouver un lecteur de disquette, mais on a réussi, ce qui nous a permis d'avoir un premier inventaire et de pouvoir plutôt faire un récollement qu'un inventaire, parce que c'est toujours préférable pour avoir le maximum d'informations. Et enfin, j'en viens quand même parce que c'est important pour nous, la conservation sélective. C'est un gros sujet pour l'archéologie, surtout pour tous ces objets qui ont perdu leur sens, leur pertinence scientifique. Et c'est possible depuis la loi ECAP, le déclassement est possible avec plusieurs garde-fous. Le chantier de collection est un moment privilégié justement pour bien être confronté à ces collections et bien comprendre ce qu'on peut éliminer ou pas. Alors l'organisation générale, on commence par la rédaction d'un cahier des charges. Donc le SRA le rédige, je le rédige en fait, c'est le SRA qui l'édicte, donc plusieurs SRA s'y mettent pour des objectifs différents. Alors dans notre cas, le chantier des collections consiste bien souvent finalement en un état des lieux aussi bien que scientifique que sanitaire des biens, ainsi qu'une rationalisation et amélioration de leurs conditions de stockage, afin d'en garantir une conservation optimale et permettre toute forme de valorisation ultérieure. En fait, les objectifs sont multiples. Le chantier de collection nécessite des moyens humains, financiers, techniques et des compétences spécifiques. On peut faire appel à des spécialistes de tel ou tel matériau ou tel objet, des conservateurs restaurateurs, conservateurs préventistes dans des cas. À chaque fois, on réfléchit bien en amont à nos besoins. Il faut pouvoir quantifier
Tout d'abord, ça c'est une première étape qui n'est pas forcément évidente, les ensembles à traiter, afin de préciser le temps de travail potentiel et identifier le lieu de travail adapté avec un équipement suffisant, avec ce qu'on a nous déjà, ce que le prestataire peut apporter. Il faut vraiment bien le préciser. Et donc il faut prévoir le lieu de conservation définitive et le mobilier de rangement. Donc je vous en parlais, on en a une photo, on loue un dépôt, parce que notre dépôt en sous-sol au SRA sur le site de Lille était insuffisant, avec toutes les collections qu'on récupérait pour le département du Nord. Donc on a un dépôt qui nous sert aussi pour les chantiers de collection, maintenant en périphérie de Lille. Je vous en ai parlé très vite, mais pour le protocole régional, alors, tous les SRA n'ont pas de protocole régional. Sur nous, le nôtre est assez exhaustif, et donc il a été fait en 2012, et il porte sur les normes de conditionnement, d'étiquetage et d'inventaire. Donc toutes les fouilles qui sont faites dans Nord-Pas-de-Calais depuis 2012 doivent respecter ce protocole, sinon on refuse la remise du mobilier à l'État. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques exemples que j'ai voulu sélectionner plus en rapport avec nos problématiques, les problématiques de cette journée. Donc trois cas, même si voilà, on en a mené beaucoup en 10 ans, mais voilà, 3 cas particuliers qui sont assez marquants. C'est tous les chantiers de collection qu'on a pu faire dans les musées de notre région. Ensuite, donc, je vais vous parler des ossements humains. Et enfin, donc les chantiers qui portent sur les produits de fouille des prospecteurs. Donc là, vraiment, ce dont je vous parlais, finalement, les mobiliers les plus en souffrance. Donc là, un petit zoom sur le Pas-de-Calais, pareil, recensement des dépôts. Donc, voilà, en fait, en 2014-2015, plusieurs musées ont fait appel au SRA en disant bah voilà, nous on a des dépôts qu'on ne peut plus gérer, qu'on ne sait plus gérer, qu'on n'a pas vraiment géré parce que c'était dans un local à part du musée. Voilà, on nous a mis là un jour parce que finalement dans les années 80-90 il n'y avait pas vraiment de dépôt possible. Donc soit ça allait au domicile des personnes, soit des chercheurs, soit ça allait éventuellement dans les musées. Alors je parle vraiment pour le Nord et le Pas-de-Calais parce que déjà en ex-Picardie c'est déjà un autre phénomène. Donc aujourd'hui il y a 15 musées. En tout cas, en 2016, il y avait 15 musées qui avaient encore des dépôts et certains ne les souhaitaient plus les conserver. Et donc, c'était au rôle de l'État de trouver une solution, soit d'aider sur place à la conservation, ce qu'on a fait avec quelques musées, soit transférer ces collections dans le CCE du Pas-de-Calais en se disant tous que les collections seront mieux là que dans le musée. Pardon. Donc, pour commencer, comme devant le nombre de demandes et puis mon absence de dons d'ubiquité, et puis également parce que je vous ai dit, il faut d'abord quantifier de quoi on parle et quel est le degré d'urgence, parce que mon enveloppe somme toute budgétaire est limitée. Donc d'abord de quoi on parle. Donc on a commandé, quand je dis on, c'est le SRA et aussi la conserve pour les musées de l'époque, on a mené une enquête d'évaluation des dépôts en musée. En 2016, donc avec pour objectif de distinguer déjà ce qui est collection vraiment responsabilité du SRA et celles qui sont collection musée, parce qu'il y a aussi tout un domaine administratif sur lequel il a fallu se pencher. Ensuite, rechercher la documentation scientifique administrative, établir un inventaire global des opérations qui ont été menées, les produits de fouille que l'on a, et puis et surtout évaluer le nombre de caisses et de mobilier. Alors, suite à cette enquête, une série de chantiers de collection a été organisée et financée par le SRA sous forme de subventions versées au département du Pas-de-Calais au sein du centre de conservation et d'études du Pas-de-Calais à Dainville. La priorité a été donnée au mobilier stocké dans des lieux non adaptés, tant pour la conservation que l'accès aux chercheurs. Et l'accent a également été mis sur les ensembles scientifiques cohérents, c'est-à-dire issus d'une même opération et qui sont réunis et qui ont un contexte archéologique, qui sont porteurs de sens et porteurs de recherche, qui peuvent être accessibles aux chercheurs et intéressants pour les chercheurs et étudiants. Alors, ils n'ont pas été faits sur place, ces chantiers de collection, par manque d'espace, de complications. Donc, c'était beaucoup plus simple de les transférer, même si les contenants étaient quelquefois compliqués à transférer, et mener au sein du centre de conservation et d'études, donc la partie en
En assuré, c'est la partie vraiment équipement mixte État, département du Pas-de-Calais. Et la partie non assurée, c'est la direction de l'archéologie du Pas-de-Calais qui a ses bureaux, en fait, dans le même bâtiment que le CCE. Donc on a des salles permettant, et surtout permettant l'étude et le chantier, et surtout des salles de conservation. D'abord, les musées de Saint-Omer stockaient des collections anciennes en cagettes et en caisses plastiques dans une église, avec toutes les variations hygrométriques possibles et climatiques possibles. Et puis dans les combles du Muséum d'histoire naturelle, qui est fermé, donc dans les combles non isolés de ce muséum. Effectivement, les collections que l'on a récupérées, ce sont des produits de fouilles majeures qui ont été faites à Saint-Omer, pour lesquelles on a des rapports d'opération. Donc vraiment, c'était une vraie chance de pouvoir récupérer ces collections. Même si on ne s'est pas dit tout de suite ça en les voyant, je vous rassure. Mais voilà, c'est une vraie chance pour les chercheurs. Donc tout ce que j'ai pu vous décrire, d'abord, pour le transfert, vous voyez, les cagettes non gerbables, c'est pas évident. Donc on a tout simplement mis des couvercles de caisse et ça s'est bien passé. Et ensuite, il a fallu nettoyer quelquefois à la vapeur pour les zones vraiment très souillées. Donc le CCE nous permet aussi d'avoir cet équipement. Et puis, ce que je vous ai décrit auparavant, conditionnement en sachets zippés, en caisse plastique. Donc aujourd'hui, c'est disponible en boîte, sur étagère et surtout, le CCE du Pas-de-Calais est doté d'une base de données vraiment très efficace qui est disponible en ligne. Donc on a beaucoup de demandes de chercheurs sur ces collections ou d'autres. Donc on est très content de pouvoir y répondre favorablement. Donc très rapidement, musée Quintovic d'Étapes, c'était à peu près les mêmes problématiques, sauf que c'était dans des combles non isolés et dans les caves, la cave du musée et la cave d'une église contemporaine, donc avec une hygrométrie relative qu'on a mesuré à 85%, et on avait les métaux mélangés à la céramique et aux eaux. Donc c'était vraiment problématique. Le musée est fermé depuis 2015. Donc l'idée, c'est qu'on ait récupéré toutes les collections qui sont issues de fouilles de sauvetage, donc responsabilité de l'État. On a laissé les collections musées, disons, pour simplifier. Aujourd'hui, ce sauvetage est conçu comme un sauvetage, comme quelque chose peut-être de temporaire. On a remis en état, c'est disponible au CCE. Si demain les musées en question veulent le dépôt, c'est possible. Là, la problématique, c'était aussi les boîtes polystyrène qui sont hautement inflammables et qui dégageraient des vapeurs toxiques en cas d'incendie. Et puis, j'ai voulu faire une petite problématique aussi lapidaire sur ce dépôt à Thérouanne, même s'il y aurait tant à dire. Thérouanne, c'est une ville, j'en parle comme si vous connaissiez, mais c'est une ville majeure, une ville archéologique majeure à côté de Saint-Omer, qui a un passé romain, un passé médiéval très riche. C'est une petite ville actuellement, mais c'était une grande ville avant. Donc, au niveau archéologique, c'est incroyable. Donc, il y a beaucoup d'opérations qui se sont faites. Les objets étaient mis dans des dépôts communaux. Et on en a retrouvé même jusqu'à l'École nationale des chartes. J'étais à Paris pour récupérer du mobilier parce que l'École nationale des chartes avait un chantier-école à Thérouanne entre 1997 et 2005. Et donc pour finir, plusieurs chantiers de collection, plusieurs transferts successifs, tout est réuni maintenant au CCE. Puis pour finir, on a vidé le musée local qui n'était pas le musée de France et qui est un bâtiment qui est vendu, qui allait être vendu. Et puis dans la cave, on a découvert, parce que moi je connaissais le musée, mais je connaissais pas la cave, et on a découvert beaucoup de lapidaire qui vient de la cathédrale gothique qui a été détruite en 1553 à Thérouanne et qui a été fouillée dans les années 80. Donc du lapidaire, là il a fallu faire des choix même sur place parce qu'on n'a pas trop d'indices, il n'y avait pas d'inventaire à l'époque complet, donc on a récupéré que les pièces moulurées qui présentaient un décor. Bon, ça a été un choix qui a été fait pour ne pas être trop encombré. Et donc c'est un point important que je voulais souligner aussi, c'est le cas de conservation sélective qui parfois se fait un peu sur place au moment de la récupération, mais vous voyez, on a récupéré vraiment les archives et les collections au fur et à mesure. Entre 2013 et 2022, peut-être que des personnes à Thérouanne m'en donneront encore, m'en remettront encore, mais c'est vrai que petit à petit, on comble les manques et c'est vraiment satisfaisant.
Et lorsqu'il existe un inventaire des belles pièces, on a aussi, comme les musées, on a cette petite liste de pièces à rechercher et puis qu'on retrouve aussi parfois au hasard de nos pérégrinations. Voilà. Alors, je vais parler maintenant, pardon, c'était une petite slide sur le chantier de collection, donc des vestiges anthropobiologiques. Et je me presse. Alors, tout comme... alors, en fait, cette problématique de récupérer les collections au fur et à mesure, on le voit aussi beaucoup pour les cimetières. Lors d'un colloque dernièrement où j'ai présenté les chantiers de collection, quelqu'un m'a pu me signaler dans la salle qu'il me manquait des ossements humains dans ce chantier qu'on menait, qui était marqué Lille. Et voilà, c'était quelque chose que je pensais avoir terminé. Mais non, les périnataux avaient été mis ailleurs, voilà, dans un autre endroit. Donc, merci à la personne. Mais voilà, c'est jamais vraiment terminé. Et surtout, ce qu'on a souvent séparé, c'est les ossements humains d'un côté et les objets de l'autre, qui ont parfois fini dans un musée, pour des raisons évidentes voilà, d'exposition, bien sûr, et je pense surtout aux cimetières mérovingiens, parce qu'elles sont très riches, les cimetières mérovingiens, les sépultures sont très riches en termes de mobilier. Et puis c'est le cas ici donc pour le cimetière de Magnicourt en Comté, qu'on a récupéré donc en fait chez les anthropologues, les médecins à l'époque pouvaient faire office d'anthropologue, donc en particulier dans les années 70-80, le docteur Blondiot a étudié nombre de cimetières, donc les objets partaient ailleurs et lui il récupérait les ossements, et puis on a vidé là aussi son cabinet médical avec dans les caves, dans les combles, différents cimetières. Le but c'était de réunir les ossements et les objets. Donc lorsqu'on a pu, on l'a fait. C'est pour ça qu'on a transféré les ossements dans 5 endroits différents. On a pu faire les transferts de collection. Alors sur la petite photo pour Hugo Bordet, qui est dans la salle chantier de collection menée par Hugo Bordet, donc HP Conservation, et une ostéologue à qui s'est associé. C'était vraiment important pour nous d'avoir un conservateur préventiste et vraiment une spécialiste des ossements pour pouvoir identifier des choses remarquables. Donc ces ossements qu'on a récupérés chez Dr Blondiot, on a fait un chantier de collection dans notre dépôt, dans notre sous-sol au SRA sur le site de Lille. Et puis, nous avons récupéré d'autres cimetières dernièrement à la faculté de médecine de Lille, mais c'était lié aussi aux activités du docteur Blondiot et d'autres médecins. Donc, on a pu mener... Donc là, on les a récupérés dans la salle de dissection, voilà, qui était à gauche. Ça a encombré un petit peu, vous voyez. Donc, on a récupéré tous les cartons et on est très contents parce qu'on a les rapports d'opération, on a des relevés anthropologiques et on peut vraiment faire le récollement, pour le coup, pas avec un inventaire, mais pardon, avec un relevé anthropologique et les collections que l'on a. Ok, donc je termine avec mon dernier exemple que je voulais vous présenter. Donc les produits de fouilles de prospecteurs ou d'archéologues amateurs qui ont beaucoup fait pour l'archéologie de sauvetage dans les années 70-80. Amateurs, c'est vraiment pas un terme péjoratif, hein, c'est vraiment des pionniers, et ils étaient autorisés par les services de l'État, ils étaient correspondants locaux pour pouvoir faire des ramassages, des prospections. Notamment, on a récupéré tous les produits de fouilles ramassés, disons, lors du chantier du Diplodocus en 78. Donc c'est une énorme salle de spectacle qui est en plein cœur de l'île, qui s'appelle le Nouveau Siècle actuellement. Et sans lui, donc sans Michel Delleco, il n'y aurait eu aucune observation de fait. Donc là, on a des documents. Lui, il faisait ça. Il était ingénieur textile, il faisait ça le week-end, le soir, il faisait ce qu'il pouvait. Donc à sa disparition, son neveu nous a dit qu'il devait vider la maison. Donc dans sa cave, dans son garage, on a récupéré des cagettes qu'on a mis consciencieusement dans notre dépôt. Et aujourd'hui, la question se pose de faire le chantier de collection qu'on a commencé avec toutes les problématiques que je vous ai évoquées. Et puis pour terminer, je voulais vous évoquer quelque chose en rapport avec les minéraux. Donc la collection lithique d'Auguste Lefebvre, on va la récupérer, c'est en cours à Coquelles, qui est sur la côte. Ce monsieur est un savant autodidacte qui faisait des ramassages, de la prospection pédestre pour des pièces lithiques et s'intéresse grandement nos collègues préhistoriens locaux, puisque il publiait ses découvertes. On voit un extrait que j'ai récupéré sur Internet. Donc, c'est des trouvailles importantes. Donc, tout ce qui est sur plateau, on pense qu'on va pouvoir le gérer facilement. Par contre, vous voyez, il y a un garage entier de cagettes, de pièces lithiques. Donc, autant vous dire que déjà, on ne peut pas confier ça à n'importe qui, parce qu'il va falloir faire un tri.
Alors le tri, on ne va pas le faire sur place, parce que Coquelles sur la côte, c'est sympa, il y a une super vue sur la mer, mais c'est un peu loin du CCE, donc on va certainement tout récupérer, le transférer comme on peut, sans mélanger les caisses, parce que malgré tout, il doit y avoir une cohérence pour faire un chantier de collection au CCE du Pas-de-Calais, très bientôt. Et puis on fera appel à un liticien pour pouvoir trier tout ça. Et donc pour terminer, en conclusion, les chantiers de collection, voilà, on les fait, on a plusieurs buts, mais voilà, je les récapitule pour pouvoir conclure. Étudier et réétudier les collections. La plupart de ces collections ont été faites, les chantiers ont été faits anciennement, il y a peu de moyens pour les études, et puis ça intéresse au regard des nouvelles technologies ou techniques les chercheurs d'aujourd'hui. Autant faut-il apporter le petite connaissance supplémentaire pour pouvoir intéresser les chercheurs. On a pu comme ça reconditionner des mobiliers, donc améliorer la conservation préventive, mais également on a pu envoyer également des lots à des conservateurs, restaurateurs. J'ai pas beaucoup de budget là-dessus, mais on a pu le faire. Et puis parfois on a pu le faire sur place, comme le dégagement de ces cuirs qui étaient moisis, donc pour pouvoir améliorer la conservation préventive et curative. Donc on a fait le lien entre la documentation archéologique, parce qu'on a toujours le réflexe de demander les archives à la personne qui nous rend le mobilier. Il y a également une dimension, nous c'est très important d'alimenter la carte archéologique nationale, qui est notre base de données des sites. Et quelquefois, on a connaissance de sites archéologiques seulement par les mobiliers qu'on nous rend, parce qu'on n'a gardé aucune autre archive sur ces gisements. Et puis, on a une dimension administrative. Pour régler le statut de propriété de ces collections, on est obligé de savoir où ça a été trouvé, quelle parcelle. Et vraiment, pour avancer là-dessus, c'est très important. Et enfin, on rend de nouveau disponible pour la valorisation, les expositions, pour les musées éventuellement. Donc, petite slide de remerciement pour mes collègues qui ont été là toujours pour les déménagements. Voilà. Merci à vous. On est pile dans les temps, mais je pense qu'on peut prendre un petit peu de temps pour une ou deux questions ou commentaires. Oui. Oui, bonjour. Je m'intéresse en particulier aux collections qui sont acquises par des amateurs dans des conditions qui peuvent être illégales. Moi, je travaille sur les météorites, il y a du métal, donc j'interagis parfois malheureusement avec des gens qui pratiquent la détection et j'ai entendu parler d'une histoire horrible, d'une tombe qui avait été fouillée, exhumée, et quand les personnes ont voulu donner les pièces, on leur a dit bah non, on peut pas, ça a été acquis de manière illégale. Je voulais savoir si vous étiez en mesure d'accepter des dépôts, s'il y avait une espèce d'oubli comme il peut y avoir pour les impôts, s'il y avait une procédure, parce que c'est tellement dommage que des pièces comme ça, enfin c'est idiot qu'elles soient fouillées en premier lieu, mais une fois que ça a été fait, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui. Alors, quand on nous apporte des objets, c'est une disposition légale de déclarer la découverte fortuite au SRA. En fait, lorsque l'on déclare, nous, on est obligé de l'enregistrer. Par contre, on ne peut pas, derrière, ce qui a pu causer des problèmes et des grandes affaires, c'est ensuite l'acquisition auprès d'un musée, etc., ou éventuellement quand il y a une histoire aussi d'argent derrière, parce que je sais pas assez vite, mais une découverte fortuite, c'est la propriété, c'est moitié propriétaire du terrain, moitié inventeur. Donc derrière, nous, on enregistre la trouvaille, on la met à l'abri, on a 5 ans pour l'étudier. Et éventuellement, si on veut qu'il y ait quelque chose derrière, si l'inventeur demande une compensation, etc., là, c'est une autre dimension où j'avoue avoir moins de retours dessus. Par contre, c'est souvent pas déclaré à nous, en fait. Les gens ramènent. Alors, s'il n'y a pas de dimension vénale importante, disons, les gens ramènent dans les CCE, dans les musées, et c'est vrai que les responsables de collection m'ont posé la question, et avec l'éclairage de la SDA, ce que je leur propose, c'est de ne pas accepter une donation, parce que ça ne leur appartient pas. Ça n'appartient pas à l'inventeur, en fait, totalement, les objets, et encore moins si c'est au détecteur de métaux, mais ça, on ne le sait pas à ce stade. Donc, c'est d'accepter de faire un papier comme quoi on met à l'abri, ou pas une donation, voilà, quelque chose quand même acté. Et on le fait souvent, c'est ceux du Pas-de-Calais. Et d'ailleurs même, pour certaines collections, c'est le Pas-de-Calais, le département du Pas-de-Calais qui prend la responsabilité d'accepter cette collection. Voilà.
Donc on ne règle pas vraiment le statut de propriété à ce stade, si en plus on pense que c'est un peu comment dire, risqué en termes juridiques, disons. Mais dès qu'il y a une valeur vénale importante, moi, je n'ai pas été confrontée à ce genre d'affaires, mais ça peut aller loin très vite. Il faut vraiment, nous, à notre stade, conserver et après prendre toutes les précautions possibles pour ne pas être accusé de blanchir, hein, tout simplement, derrière. Donc nous, quand même, on accepte. Et on met l'abri, on étudie. Au moins, on se dit, ça sera enregistré, ça sera photographié. Mais après, sur ces collections, dans les musées, parfois on les accepte, on les sauve, mais on les regarde mourir, parce qu'on ne peut rien faire, on peut pas, elles ne sont pas régularisables, et des objets méraux, entre autres, tombent en poussière sur nos étagères. Oui. Donc, c'est bien de les mettre à disposition des chercheurs, de les référencer, mais pour l'objet en tant que tel, il disparaît. Alors, on a un cas, on a une thésaurisation de hache d'âge du bronze qui a été trouvée à Écale, et on n'a aucune preuve de si ça a été trouvé au détecteur de métaux ou pas. Mais l'inventeur et le propriétaire du terrain ont renoncé à leurs droits au profit de l'État. Donc c'est comme une donation. Donc maintenant, on est propriétaire, on peut en faire ce qu'on veut. C'est la seule possibilité que je vois. Mais c'est pas si simple de les faire renoncer à... Tous les SRA n'ont pas la même position. Ah oui, c'est possible. C'est un autre problème. Ah ben nous, c'est-à-dire qu'on a des positions en fonction des cas qui nous se présentent. Oui, effectivement. Et on demande un peu conseil aussi à la juriste de la sous-direction d'archéologie, mais... D'accord. Mais bon, je ne répondrai pas plus loin. Bonjour, merci pour votre présentation. Effectivement, les collections d'archéologie ont beaucoup de points communs avec les collections géologiques, vous l'avez remarqué par vous-même, ne serait-ce que par le nombre, hein, les indénombrables, voilà, les lots, etc. Et il y a quand même pas mal de régions où les archéologues du SRA ou des musées d'archéologie communiquent avec les géologues des musées d'histoire naturelle pour ces conditions de conservation notamment. Et j'ai remarqué là dans le SRA de ma région, effectivement, une systématique de reconditionnement dans du plastique à outrance, les ziplocs, les boîtes, les boîtes Europe, etc. Donc je me demandais si les archéologues avaient un petit peu plus de recul que nous sur ces problématiques, voilà, de manière globale. Et puis aussi une deuxième remarque sur le fait que vous soyez peut-être un peu plus à même que nous à faire du tri. C'est ce que j'ai remarqué dans mes échanges. Peut-être que les géologues auraient un petit peu de leçons à prendre sur la manière d'effectuer le tri chez les archéologues. Et je suis pas... Non, t'es pas d'accord, Marie-Béatrice? Ouais. On est très frileux aussi. Ça englobe la paléontologie et la micropaléontologie, non? Et une question vraiment là de terrain sur la manière que vous avez de stocker, de conserver par typologie de matériaux. Est-ce que systématiquement les fouilles, les résultats des fouilles sont splittés en métal d'un côté, céramique de l'autre et minéralogie de l'autre? Voilà. Alors première remarque, on évolue aussi par manque de moyens et de place, et finalement on est très résilient, très adaptable. Et c'est vrai que par exemple le tri sélection, moi je suis très réservée parce que à chaque fois qu'on nous dit de le faire, c'est pour des mauvaises raisons. On n'a pas de place, on n'a pas les moyens. Mais lorsque c'est fait convenablement avec les moyens, c'est très intéressant. Ça va être le cas, c'est en cours de réflexion sur ces collections, mais il faut vraiment le temps long, la personne. Là, j'ai une vacataire qui vient depuis 2 ans, quelques mois, et c'est vraiment plaisant parce qu'on a plus le temps, voilà, de réfléchir entre nous, et elle est archéologue, donc elle peut aussi se poser, on va dire, les bonnes questions sur ça. Le plastique à outrance, je suis d'accord, et vraiment là ça m'a ouvert les yeux, rien que la première communication sur les boîtes en carton type archive, pourquoi pas, sur les prochains chantiers. Pas pour tout, pour les collections pondéreuses ça me paraît compliqué, mais et aussi, du coup ça je sais pas encore, mais par contre pour tout ce qui est enceinte climatique, dans notre nouveau dépôt on n'a rien.
Donc comme là, on me remet des mobiliers métalliques très remarquables et déjà traités, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a décidé, on va le faire, on a commandé le matériel, on va mettre tout sous gaine, on en parlait tout à l'heure, Escal Neo, et puis on va mettre des absorbeurs d'oxygène. Et on les mettra dans le dépôt. Donc on va voir un petit peu l'évolution de tout ça. Ça sera un essai qu'on va faire. Et ça reste du plastique, mais ça sera certainement moins, alors déjà onéreux pour nous que climatiser une salle. Et en plus, c'est un dépôt qui est censé être temporaire où on est locataire. Donc c'est vraiment embêtant d'aménager tout pour normalement quelques années. Bon. Et du coup, j'ai oublié la vraie question, pardon. C'était sur... Ah oui, le tri. Le tri, oui, par typologie. Alors oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est dans notre protocole, mais comme je vous dis, toutes les régions ne l'ont pas. On va séparer surtout mobilier, comme je vous dis, matériaux réputés plus stables, céramique, os, et on va vraiment séparer les métaux et que les métaux et les organiques, qui sont dans d'autres salles. Parfois, dans une caisse, on va quand même avoir de la terre cuite architecturale, de la céramique. Nous, on a des codes différents, mais pour des raisons pragmatiques, on ne va pas stocker une caisse à moitié vide parce qu'on a eu un diagnostic archéologique. Avant une fouille, on a un diagnostic et quelquefois, on n'a pas beaucoup de mobilier. Et une fois, on m'a rendu justement un cimetière où les personnes m'avaient mis juste un crâne parce qu'ils avaient voulu faire un bac par sépulture. Je dis, c'est pas possible, faut remplir les caisses en fait, et la cohérence scientifique et la conservation du matériau peut pas l'emporter sur l'optimisation et la rationalisation de la conservation et des espaces. Voilà. Très bien, merci. Moi, je me fais juste encore un petit commentaire sur les premiers échanges sur les relations avec les amateurs. C'est vrai qu'au 19e, début 20e, il y avait des relations étroites entre les universités, les musées et les amateurs. Et ce lien s'est distendu avec l'impression pour les amateurs d'être pris en défaut, etc., donc d'être critiqués. Maintenant, il serait bon, effectivement, et je crois que ça commence à s'initier à droite à gauche, de recréer des liens avec les amateurs. Alors, il y a une question peut-être financière, on pourra en parler peut-être tout à l'heure, mais c'est surtout aussi une relation de confiance, et puis peut-être aussi une sorte de relation d'appui aux bonnes pratiques, et se poser les bonnes questions avec des formations. Alors des formations à conserver la documentation, l'informatisation, la conservation. Voilà, quand on voit le garage là derrière nous, c'est compliqué après, effectivement, quand la personne laisse ça en place parce qu'il est décédé ou parce qu'il souhaite en faire don et il ouvre la porte et ben voilà, maintenant servez-vous. Je ne vais pas préciser, mais cette personne est décédée, donc c'est chez sa fille, pardon, qui conserve ça précieusement. Et donc il n'y a que elle qui connaît encore, qui comprend le marquage sur chaque pièce. Donc c'est vrai que c'est une urgence pour nous. On ne peut pas laisser comme ça parce qu'elle va nous donner les clés. Et elle est assez âgée elle-même. Et il y a une autre chose aussi, un point passion. Passion. Les gens sont passionnés et c'est un peu leur trésor. Même s'ils comprennent les dimensions scientifiques, on arrive à gagner leur confiance. Mais par exemple, chez cette personne, on ne peut pas trier sur place. C'est impossible parce que si elle comprend qu'on va peut-être rejeter certaines choses, mais peut-être tout simplement des silex qui n'étaient pas finalement taillés. Voilà, c'est des choses vraiment, on ne peut pas le faire. Et même aujourd'hui, elle ne veut pas nous transférer si on le fait. Donc on va voir comment la rassurer. Et puis Michel Deléco, son neveu qui vidait la maison, m'a dit on avait déjà fait appel au SRA avant. Donc il y a des choses, quelquefois on n'a pas pu leur répondre décemment parce qu'à l'époque on n'avait pas de place, ce n'était pas notre priorité. Donc voilà, des fois les gens aussi, les amateurs, ont voulu créer le lien. Ça s'est pas fait. Là, moi, je connais pas non plus les gens. Là, on me signale quelqu'un qui a 85 ans et qui conserve beaucoup de choses. Donc, je vais aller le voir, ce monsieur. Mais ça fait déjà plusieurs fois qu'il reporte le rendez-vous. Il a un peu peur, je crois, de laisser aussi. Voilà, c'est une personne âgée. Peut-être qu'il comprend ce que je dis. C'est que voilà, aujourd'hui, ça peut partir. Mais pour eux, c'est difficile de lâcher les choses avant. Que ce soit trop tard.